Bien, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. Et merci de votre soutien énergétique, financier. Merci de votre présence indispensable pour que nous œuvrions ensemble à éclairer toujours plus subtilement notre raison d'être sur Terre. Ce soir, nous poursuivons notre étude sur les cycles de l'être que nous vivons consciemment ou inconsciemment. Et c'est avec une approche des énergies Gémeaux que nous finissons donc d'explorer les énergies de printemps. Nous l'avons souvent dit, cette saison qui représente le sommet énergétique de l'année revêt une importance toute particulière, parce qu'elle est la source de toutes les énergies consciences qui vont inspirer les mises en œuvre de l'été et de l'automne. Le mois dernier, nous avons insisté sur la complémentarité des énergies Bélier et Taureau. Aujourd'hui, nous allons leur associer l'énergie Gémeaux, qui forme avec ces deux premières énergies un triptyque indissociable. Commençons donc par revoir quelques éléments essentiels concernant le Bélier et le Taureau, pour mieux percevoir la logique qui préside à l'union de ces trois énergies. Le Bélier. Le Bélier, c'est le point de départ. C'est la source par laquelle parvient le plan d'amour que l'humanité doit mettre en œuvre. Les énergies qu'il dispense impactent l'ensemble des terriens à tous les niveaux. Et si nous voulons nous mettre en phase avec les aspects supérieurs de cette énergie et en être des passeurs conscients, nous devons nous extraire du monde du faire pour rejoindre celui de l'être. Nous devons nous atteler à répondre à la question « que faut-il être ?» et non « que faut-il faire ?» comme nous l'avons vu il y a 2 mois. Par la méditation, nous pouvons chercher à rejoindre l'espace où règne la conscience d'ensemble et y séjourner pour nous imprégner des vibrations à l'origine de nouvelles idées, susceptibles d'apporter du progrès dans l'évolution des consciences. En Bélier, plus nous nous efforçons de nous familiariser avec le plan, plus nous demeurons aux abords du mental abstrait en amont de toutes les mises en forme, plus nous nous mettons à disposition, et plus la force créatrice se dépose et ensemence le mental humain. Et c'est ainsi que perlent les idées nouvelles, et que les changements qu'elles entraînent modifient nos façons d'être au monde, et donc notre façon de l'habiter individuellement et collectivement. Le Taureau, quant à lui, fait donc suite aux impulsions du Bélier, en fournissant les moyens de mettre en œuvre le plan initié dans ce signe. Et ce, qu'il s'agisse de plans personnels ou impersonnels. Parce que tout plan nécessite de mobiliser des moyens pour le réaliser. Et si notre projet est de nous inscrire dans le grand plan global, afin d'amener de plus justes relations sur Terre, ça ne se fera évidemment pas tout seul, et il est indispensable de s'en donner les moyens. Et c'est naturellement avec les énergies supérieures du Taureau auxquelles l'humanité peut se rendre sensible, qu'elle peut faire sienne les énergies nécessaires à la réalisation du plan. Donc, nous avons montré le mois dernier combien les énergies Bélier et Taureau sont complémentaires en termes de polarité. Et nous avons mis en évidence les forces électromagnétiques à l'œuvre entre ces polarités. Alors la question est, que viennent ajouter les énergies Gémeaux à ces énergies? En fait, après le feu du Bélier, la terre du Taureau, l'air des Gémeaux permet la mise en mouvement, permet la circulation de tout ce qui a été travaillé dans les 2 signes précédents. Les Gémeaux, 3e temps du premier quaternaire, feu, terre, air, eau, sont le symbole des circulations et des relations, tant à l'intérieur de nous qu'à l'extérieur. Alors, voyons le rôle de cette 3e énergie vis-à-vis des 2 groupes de signes opposés complémentaires que nous avons vus le mois dernier. La première approche binaire que nous avons vue concerne les couples d'opposés complémentaires qu'on retrouve dans l'ordre habituel de succession des signes. Ils introduisent une alternance de polarités positives et négatives qui invite à considérer 6 paires de signes dans lesquels le premier est la polarité émissive, plus, et le second la polarité réceptive, moins.
Et c'est ainsi que nous avons vu le mois dernier l'opposition complémentaire de la paire Bélier-Taureau. Ce rapport entre polarité positive et négative est à la base d'une loi électromagnétique universelle. Parce que tout est polarisé dans l'univers et tout ce qui est n'existe que parce qu'une énergie circule entre les polarités. Depuis l'atome jusqu'aux galaxies, en passant par les relations qui régissent l'ensemble des règnes entre eux et de chaque entité au sein de ces règnes, eh bien c'est un continuel mouvement d'émission, de réception, qui permettent le mouvement du vivant et de son évolution. Mais cette relation entre deux polarités distinctes n'est possible que grâce à l'intervention d'un troisième élément qui impulse un mouvement circulaire. Pour le comprendre, représentons-nous le système solaire. Comme dans tout système stellaire, l'étoile représente la polarité plus, et les planètes qui orbitent autour de l'étoile sont la polarité moins. Pour qu'une relation soit possible entre les deux, il est indispensable que les planètes tournent autour de leur étoile. Sans ce mouvement qui témoigne de leur relation, et là en pérenne, les planètes ne pourraient pas exister, parce qu'elles seraient attirées inexorablement vers leur étoile et finiraient par fusionner en un anéantissement mutuel. Et nous retrouvons le même processus à l'échelle microcosmique. Parce que l'atome, qui est une des plus petites formes découvertes à l'heure actuelle, est composé d'un noyau polarisé plus et d'électrons polarisés moins. Et c'est grâce à la rotation des électrons autour du noyau que l'intégrité de l'atome est préservée. Alors, avec ces deux exemples extrêmes, on comprend ainsi pourquoi tout est en rotation dans l'univers, depuis le monde des particules jusqu'à celui des galaxies. Et c'est l'énergie Gémeaux qui symbolise ce mouvement rotatoire qui crée la relation. C'est bien sûr une loi physique, mais c'est aussi une loi qu'on retrouve sous d'autres formes, au niveau psychologique et spirituel. Et c'est ainsi que les trois énergies, Bélier, Taureau, Gémeaux, en tant qu'énergie du 1, du 2 et du 3, sont constamment présentes en nous, comme dans ce que nous percevons, dans ce que nous pensons et ce que nous faisons. Ces triplicités sont des archétypes et des symboles qui permettent aux humains de se représenter l'origine et ses déclinaisons. Ainsi, il y a un plan émanant du feu de l'esprit, le 1 qui en astrologie est symbolisé par le bélier. Il y a une terre sur laquelle s'imprime le plan, le 2 qui est symbolisé par le taureau. Et il y a un souffle, le 3, qui anime, qui permet d'aller de l'un à l'autre et qui est symbolisé par le Gémeaux. Et puis, nous pouvons voir aussi la relation entre le 1, le 2 et le 3 d'une toute autre manière. Lorsqu'il n'y a pas de rotation d'une polarité autour d'une autre, c'est le triangle qui va remplacer le cercle. Dans ce cas, la troisième polarité, le neutre, forme un triangle avec les deux premières, ce qui permet aussi la circulation de l'énergie. Et nous pouvons voir cette triangulation à travers les autres couples d'opposés complémentaires que nous avons vus le mois dernier. Ce sont ceux qui résultent des relations qui unissent les signes astrologiques qui se font face sur la roue du zodiaque. Là encore, chaque paire est à concevoir comme un 2 en 1, comme les deux pôles d'une même énergie. Et il en est ainsi des couples bélier-balance, taureau-scorpion, gémeaux-sagittaire, etc., etc. Et donc, ces 6 couples relient d'une part les signes de feu aux signes d'air et les signes de terre aux signes d'eau. Et naturellement, ces 6 binômes nécessitent un troisième élément pour être mis en rapport. Et là encore, ce sont les énergies Gémeaux qui occupent cette place. Ainsi, lorsque quelqu'un est natif du signe du Bélier, il est amené avec l'évolution à travailler conjointement avec les énergies des signes de la Balance et des Gémeaux. Les énergies Gémeaux sont donc celles qui permettent la triangulation, le mouvement animateur qui permet de passer d'un pôle à un autre. Dans le zodiaque, il y a donc 5 triangles dans lesquels les Gémeaux font circuler l'énergie entre les paires d'opposés. Et un 6e, où c'est l'énergie Poisson,
qui remplace les Gémeaux et qui assure la triangulation quand ce sont les Gémeaux qui eux-mêmes sont impliqués dans la paire qu'ils forment avec le Sagittaire. Et cela introduit une dynamique dans l'idée que nous nous faisons de nos propres énergies de personnalité. Ainsi, au lieu d'avoir tendance à figer ce que nous sommes à travers notre signe de naissance astrologique, je suis de tel signe, point. Il est très stimulant de considérer que nous sommes en réalité chacun un triangle d'énergie. Notre signe, celui qui lui fait face, est les Gémeaux, ou les Poissons si nous sommes du signe des Gémeaux ou du Sagittaire. Et cette triangulation, elle impulse une qualité de mouvement évolutif à notre perception du signe qui représente notre personnalité. Et donc l'importance de ces trois pôles explique pourquoi le triangle symbolise le 3 en 1, l'unité en trois aspects de la divinité, que sont le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ou Brahma, Vishnu, Shiva, ou Osiris, Isis et Horus. C'est aussi ce triangle qu'on retrouve avec les trois rayons majeurs, qui sont les trois aspects fondamentaux de l'essence première créatrice. Et donc, d'une manière ou d'une autre, l'énergie Gémeaux est systématiquement à l'œuvre dans les mouvements énergétiques qui influencent la Terre, les terriens et plus spécifiquement l'humanité. C'est l'énergie sous-jacente à l'expression du vivant et du développement de la conscience. Alors, ceci dit, poursuivons notre étude en abordant le signe des Gémeaux par les énergies qui font sa spécificité. Mais avant de les détailler, rappelons d'une manière générale les sources des énergies qui colorent chaque signe. Et tout d'abord, nous allons retrouver le triangle, à un niveau cosmique. En effet, chaque constellation astrologique fait partie d'un triangle de constellations, d'où émane un des 7 rayons. Et c'est pourquoi le triangle de constellation, auquel appartient chaque signe, lui confère son énergie essentielle, celle qu'il nous propose de travailler. Quant aux énergies transmises par les planètes, elles représentent les moyens mis à disposition pour mettre en œuvre consciemment l'énergie essentielle du signe. Et c'est ainsi que l'énergie essentielle en provenance de la constellation des Gémeaux, c'est celle du rayon 2, d'amour-sagesse. Lors des 3 mois passés, nous avons beaucoup parlé du rayon 1 puisqu'il était omniprésent. Et donc le rayon 1, c'est le rayon porteur du plan et de l'intention fondamentale auquel répond l'humanité en s'incarnant. Et bien avec le rayon 2, nous voici maintenant en présence de la qualité essentielle que porte ce plan, à savoir l'amour. Les Gémeaux sont un signe double qui nous présente des jumeaux, les 2 Gémeaux reliés l'un à l'autre. C'est donc clairement une énergie qui nous présente la dualité et la nécessité d'apprendre à trouver l'unité à travers elle. Les énergies planétaires qui vont concourir à ce signe vont donc être des moyens d'aborder la dualité et de la résoudre progressivement en unité. C'est le programme qui nous concerne tous. Nous amener à trouver l'unité, eh bien, c'est le rôle que va remplir la planète Vénus, dont nous avons déjà parlé le mois dernier. En Taureau, son énergie influence la personnalité qui cherche à trouver l'unité en satisfaisant tous ses désirs. Mais en Gémeaux, Vénus influence l'âme et devient son porte-voix. Sa capacité à unir ne va plus opérer sur le monde des désirs, mais sur le plan mental qu'elle unifie. En effet, Vénus est la planète qui incarne l'énergie du rayon 5 de sciences concrètes, qui est la substance même du plan mental. En permettant de relier consciemment le mental concret à l'âme et au mental abstrait, l'énergie de Vénus permet l'union entre l'âme et la personnalité et rend possible une véritable créativité essentielle. Car c'est par l'unification du mental que les vibrations des mondes subtils prennent corps à travers des idées et amènent progressivement tous les stades de mise en œuvre du plan, comme par exemple l'avènement de plus justes relations. Quant à l'énergie qui en Gémeaux influence plus spécifiquement la personnalité, c'est celle de la planète Mercure, qui est le relais incarné du rayon 4 que nous retrouvons pour la 3e fois ce printemps. Mais cette fois-ci, le rayon 4 d'harmonie par le conflit n'est plus en position d'exprimer l'âme, comme nous l'avons vu en Bélier.
Il n'occupe pas non plus la position d'énergie essentielle, comme il était en taureau. Non. Cette fois-ci, à travers la planète Mercure, il va agir sur les premiers pas de l'humanité, afin de lui faire découvrir la relation et la dualité. Et puis, il y a une troisième influence planétaire dont nous reparlerons tout à l'heure, et qui est la planète Terre elle-même, qui rayonne le rayon 3 d'intelligence créatrice. Voilà donc ce que sont les trois planètes, les trois énergies qui interviennent dans les énergies Gémeaux. Par conséquent, pour nous résumer, nous pouvons dire que la proposition essentielle des Gémeaux, c'est de travailler l'amour avec le rayon 2, et que les moyens pour y parvenir font intervenir le rayon 3, le rayon 4 et le rayon 5. Alors maintenant, voyons en détail ce que nous proposent ces énergies. Et pour commencer, cherchons à approcher un peu plus l'énergie d'amour. L'énergie d'amour, c'est une énergie dont on parle beaucoup, mais qu'on connaît mal. L'amour, comme nous le répétons souvent, ça n'est pas un sentiment, ce n'est pas ce qui existe entre deux individus ou entre deux pôles séparés. L'amour, c'est un état d'unité, où il n'y a pas de toi ni de moi, mais un nous qui est un au sein d'un vaste ensemble. L'amour impulse l'attraction universelle, cette force qui attire ou qui repousse les polarités, et sans laquelle rien ne saurait être, exister, évoluer, parce qu'elle préside à toute création. L'amour impulse la force de cohésion, qui unit les parties, les plans, et les assemble conformément à la vision qu'il sert. Et c'est cette force cohésive, c'est cette force d'attraction qui agit dans l'univers et imprègne le moindre de ces espaces pour qu'ils se réalisent un. Et nous pouvons voir combien ce que nous avons déjà vu du rôle des énergies Gémeaux, combien ça répond à cette définition. Et au quotidien, comme nous pouvons le constater à quelque niveau que ce soit, tout cherche à s'unir. Tout cherche à être un, en excluant ou en fusionnant consciemment. Les différentes qualités qui sont des émanations du rayon 2, l'attraction, la répulsion, la radiance, l'inclusivité, sont les expressions de cette force d'amour en mouvement, de ce principe qui téléguide toutes les polarités du vivant pour qu'elles se reconnaissent à terme comme une matérialisation diversifiée de l'unité. Les qualités du rayon 2 en sont une expression qui se retrouve à tous les étages de la manifestation. Le rapprochement, l'unification, l'attraction entre deux ou plusieurs éléments résultent des mouvements énergétiques qu'on retrouve au sein de toutes les relations. Relations affectives, relations sexuelles, sociales, professionnelles, commerciales, industrielles, sociétales et internationales. En fait, il n'y a pas un domaine qui échappe au relationnel. Et dans tous les domaines, des progrès concernant les justes relations sont perceptibles. Dès lors, si on ne s'attache pas qu'aux faits, on peut voir ces forces d'union ou d'exclusion à l'œuvre dans tous les endroits du globe. Relations entre privilégiés, qui s'attirent et excluent les autres. Relations entre ceux qui se ressemblent et s'assemblent. Relations entre ceux qui se ressemblent et se combattent pour n'être plus deux, mais être un. Relations entre ceux qui se haïssent et qui cherchent aussi à n'être plus qu'un. En effet, en involution, exclure pour n'être plus qu'un, c'est une manière de répondre à un désir d'unité. Donc, l'amour, c'est la réalisation pleine et entière de l'unité. C'est l'inclusivité totale. Mais avant de pouvoir nous représenter ce qu'il implique et l'ouverture de conscience qu'il exige, nous avançons sur le chemin de l'unité avec une diversité de combats qui parfois peut effrayer et laisser planer le doute sur la capacité de l'humanité à servir l'amour, qui est pourtant la note clé de notre système solaire et le but de notre incarnation sur Terre. Mais bon, c'est une chose de le savoir et puis c'en est une autre que de le mettre en œuvre. En effet, ce que nous connaissons essentiellement de l'amour, c'est sa déclinaison sur le plan personnel, ou l'approche conceptuelle, éventuellement extérieure, que nous en avons. Au niveau personnel, il se travestit en amour pour soi,
en amour des proches, en sympathie ou en antipathie pour les autres, en amour pour nos intérêts particuliers et collectifs. Et tant que nous restons prioritairement centrés sur nous-mêmes, nous n'avons guère accès à d'autres approches de l'amour. Et c'est en nous familiarisant avec les vibrations de l'âme que nous pouvons progressivement faire l'expérience de l'unité. Une unité certes toute relative, mais une unité qui permet de toucher, même de façon fugace, ce qu'est l'oubli de soi. Oui, parce que inutile de penser percevoir l'unité en ne s'oubliant pas. Parfois, nous éprouvons des sensations de plénitude qui nous rendent heureux, et c'est tant mieux. Mais ce n'est pas encore l'amour. Et comme nous n'avons pas idée de ce à quoi il ressemble, nous prenons cette sensation pour de l'amour. Et nous cherchons à la reproduire parce qu'elle est agréable. Oui, mais elle est agréable pour qui ? Pour la personnalité, qui se nourrit encore de gratification et de plaisir, bien évidemment. En prendre conscience n'est pas facile, mais c'est là qu'il ne faut pas du tout se décourager. Il faut des milliers de vies pour apprendre à aimer. Et nous sommes en chemin. Et c'est évidemment une avancée que de prendre du plaisir à sentir donc la plénitude. Mais il importe de ne pas se raconter d'histoire. Parce que l'amour ne procure pas de satisfaction personnelle. Il est une expression du un qui pense et agit en tant qu'ensemble, une fois qu'on a renoncé à tout bénéfice personnel. Alors on comprend dès lors la réticence que peut avoir la personnalité à servir l'amour. L'amour, c'est être au sein de tous et du tout comme un, et œuvrer comme un à l'unisson pour le bien de l'un. Autant dire que nous n'en avons qu'une représentation édulcorée. L'amour, d'ailleurs, est le seul enseignement qu'a laissé Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Mais cette simple phrase n'a jamais été vraiment comprise au cours des siècles, parce qu'on l'a interprétée personnellement, avec un amour teinté d'affectif. Et comme tous les écrits ésotériques, cette phrase demande en fait d'aller au-delà des mots. Demande pour être comprise que nous l'interrogions, en nous départissant complètement des apparences, de ce que nous en savons ou croyons en savoir, pour en comprendre le véritable message. Parce que si nous élevons nos compréhensions d'hier au rang de certitude, si elles deviennent des grilles de lecture univoques, nous nous coupons de tout nouvel éclairage qui permettrait d'ouvrir des champs de conscience et donc de faire un pas de plus vers l'inclusivité. Et donc, si nous considérons cette simple phrase « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », que signifie-t-elle aujourd'hui si on ne l'interprète pas personnellement ? À chacun de voir où cela peut conduire vibratoirement. Mais, par ailleurs, ne pas connaître l'amour à notre niveau d'évolution, ça n'a rien d'anormal. Depuis des siècles, les humains ont peiné à construire leur personnalité pour réussir à devenir, pour certains d'entre eux, intensément personnels. Et c'était absolument nécessaire, indispensable à la réalisation d'une partie de leur feuille de route. Il ne faut donc pas s'étonner des difficultés que nous rencontrons quand il s'agit de passer à l'oubli de soi, à l'impersonnalité et à la conscience de groupe. D'ailleurs, il faut noter que la conscience de groupe est une manière relativement nouvelle de définir l'amour. Auparavant, les enseignements mystiques mettaient l'accent sur l'absolue nécessité d'aimer Dieu ou de s'aimer soi-même en tant qu'âme. Et c'était là une avancée fondamentale, mais qui débouchait parfois sur un égoïsme spirituel, qui ne cherchait qu'un salut personnel, et se soldait souvent par une indifférence vis-à-vis des autres. Mais, mis à part les personnes cultivées, il n'y avait pas grand monde au début du XXe siècle capable de se représenter la Terre et d'avoir conscience de tous les pays du monde et de l'ensemble des peuples. C'est à partir des photos prises depuis l'espace que beaucoup ont pris conscience de la planète. Et c'est grâce à la possibilité de voyager partout et d'être informé de tout à tout moment qu'on considère peu à peu tous les peuples, l'ensemble des peuples. Et c'est pourquoi le concept de l'humanité une
commence maintenant à se faire entendre et que devient possible l'interprétation de l'amour en tant que conscience de groupe. Ce n'est donc que récemment qu'on cherche à découvrir l'essence de l'amour, tant au niveau philosophique que scientifique et ou spirituel. C'est maintenant qu'on découvre que dans ses déclinaisons en fractales, l'amour c'est une qualité de l'âme qu'exprime toute personne en capacité de se décentrer. Toute personne qui pense en termes de globalité ou de monde plus vaste que celui de sa sphère intime. Bien évidemment, tous les sages qui nous ont précédés, comme Jésus et bien d'autres, savaient ce que la conscience d'ensemble voulait dire, ce que la conscience du tout signifie. Mais aujourd'hui, une part importante de la communauté humaine est en transition vers ce nouveau champ de conscience où l'amour s'entend comme unité. Et c'est ce nouvel état vibratoire et radiant qui progressivement amènera de plus justes relations sur Terre. Mais avant d'atteindre ces champs d'unité, il y a de multiples étapes. Il y a de multiples difficultés. Comment résoudre les difficultés auxquelles nous devons tous faire face? Comment résoudre les dualités? Eh bien, pour reprendre une phrase qui caractérise l'énergie Gémeaux, comment résoudre la dualité en une synthèse fluide? Quelle piste emprunter pour y parvenir? Et c'est là que l'influence des planètes Mercure et Vénus vont nous fournir les énergies nécessaires pour que nous avancions dans ce sens. Alors, voyons d'abord l'apport de la planète Mercure. Nous avons déjà rencontré cette planète dans le signe du Bélier, où elle est en relation avec l'âme. Et dans ce contexte, le rayon 4 d'harmonie par le conflit qu'elle rayonne indique le rôle essentiel de l'humain en tant qu'intermédiaire entre le 1 et le 7, entre le plan et sa mise en œuvre. En effet, le règne humain, quatrième règne de la nature, est relié au rayon 4, et donc particulièrement en phase avec Mercure. Dans les Gémeaux, le rayon 4 enseigne à l'humanité, encore dans l'enfance, à découvrir la dualité intérieure, à en comprendre le sens et à se tourner progressivement vers l'unité. Il lui enseigne en quelque sorte les rudiments qui lui permettront de remplir son rôle d'intermédiaire. En effet, il est vraiment nécessaire de se rappeler que dans l'involution, l'humanité ne connaît pas la dualité intérieure. Les individus se sentent parfaitement cohérents au sein d'une personnalité qu'aucune voix intérieure ne vient troubler en indiquant d'autres possibles. Et donc chacun est comme il est, avec ses qualités, ses défauts, ses compétences, et n'envisage pas de devenir autre. La seule dualité à laquelle se confrontent les humains en involution, c'est la dualité vis-à-vis de l'extérieur. Et ça se voit dans les attitudes que chacun développe vis-à-vis des injonctions ou des lois édictées par la religion, la société ou l'État. Ces attitudes ne résultent pas du tout d'un conflit de conscience, parce que obéir ou non, transgresser ou non, c'est un choix pour lequel on opte en fonction des risques encourus. C'est un choix risqué à prendre ou pas. Mais ça n'est en aucun cas une dualité intérieure fondamentale qui se ferait l'écho de ce qui serait bien ou de ce qui serait mal. Or, même si ça paraît un paradoxe, pour aller vers l'unité de tout, encore faut-il découvrir la dualité. Et c'est donc le premier rôle de Mercure, que de sortir l'humain de sa pseudo-unité tranquille, pour lui faire découvrir tout d'abord toutes les possibles de la dualité extérieure, puis sa dualité intérieure. Pour cela, le rayon 4 amène les individus à découvrir toutes les relations de dualité, d'harmonie, de conflit avec le monde extérieur. Tout d'abord avec les proches, puis avec tous les autres avec lesquels ils entrent en contact. Et c'est là qu'on découvre combien les autres ne sont pas forcément d'accord avec nous et qu'ils défendent souvent des intérêts contraires aux nôtres. Et donc pour permettre à chacun de multiplier les expériences, Mercure souffle une énergie d'agitation qui conduit à une instabilité constante, à un besoin de bouger, un besoin d'expérimenter tout ce qui se présente et qui invite à tester tous les possibles. Et c'est comme ça que l'humain apprend à se situer
vis-à-vis du monde extérieur et découvre toutes les facettes de la dualité, dans le contact avec des alter-ego et des champs d'expression qui sont différents du sien. Cette influence de Mercure peut bien sûr donner une impression de superficialité, parce que rien n'est approfondi. Mais ce n'est qu'après avoir beaucoup expérimenté qu'un véritable choix peut se faire. Parce qu'à travers toutes ces expériences, c'est l'intelligence, la curiosité, l'envie de découvrir d'autres choses qui se développent. Et c'est la mise en mouvement de l'humain vers l'évolution qui se dessine progressivement d'une manière volontaire. Et là, la dualité intérieure commence à se faire sentir. Le rayon 4 d'harmonie par le conflit amène l'humain à aspirer de plus en plus à une harmonie qu'il pressent par-delà tous les conflits qu'il expérimente. Et ce sont tous ces changements, ce sont ces aspirations à rejoindre les états d'unité qui ouvrent la voie vers l'âme. Et alors, c'est là que Vénus prend le relais pour la suite de l'histoire. Alors, après avoir vu Vénus soutenir et alimenter les désirs en taureau, il n'est pas toujours facile de concevoir quel est le relais du rayon 5 de sciences concrètes qui opère essentiellement sur le 5e plan, le plan mental, et que c'est là qu'elle est au service de l'unité. Bon. Pour le comprendre, il faut se souvenir de la dualité fondamentale qui caractérise l'être humain. Une part de nous-mêmes appartient au 4e règne, le règne humain proprement dit, alors qu'une autre part se situe au sein du 5e règne, qui est le règne de l'âme. Et notre but évolutif, c'est d'unir le 4e règne au 5e, en transférant notre conscience d'un règne à l'autre. Alors, en présentant le passage de Mercure à Vénus, du rayon 4 au rayon 5, les Gémeaux symbolisent donc le passage du 4e au 5e règne, le passage de la personnalité à l'âme, de la conscience individuelle à la conscience de groupe. Et c'est Vénus qui permet que l'union de l'âme et de la personnalité se fasse sur le plan mental. Ah, pourquoi le plan mental? Eh bien parce que les plans physiques et émotionnels appartiennent exclusivement au monde des formes du 4e règne. Et les plans supérieurs de conscience, comme le plan de l'intuition et le plan de la volonté, sont des champs vibratoires sans forme, qui résident uniquement dans le monde abstrait du 5e règne, chacun dans son domaine. Et seul le plan mental se situe à la fois dans les mondes formels et dans les mondes informels, où se situe également l'âme qui s'incarne. Nous avons donc 3 aspects importants au sein du mental. Le monde formel du mental concret, le monde informel du mental abstrait, et l'âme qui réside justement dans ce mental abstrait comme une entité vibratoire spécifique. Et donc, c'est Vénus, en tant qu'incarnation du rayon 5, qui est l'énergie la plus à même d'unir les vibrations du mental formel, de l'âme et du mental abstrait. Elle permet que ces 3 aspects du mental s'unissent. Et c'est ainsi qu'elle relie les mondes les plus subtils aux mondes les plus denses. Alors du coup, on comprend pourquoi Vénus est aussi la planète de l'amour. Parce que c'est grâce à son énergie que s'opère l'unification entre âme et personnalité, et entre monde subtil et monde dense, et encore plus loin entre esprit et matière au cours de l'évolution. Mais évidemment, lorsque ce n'est pas encore possible, parce que l'humain est encore en involution, Vénus préside à des unions mineures sur le plan émotionnel que nous appelons des désirs, des affects, comme nous l'avons vu en taureau et comme nous le reverrons d'ailleurs cet automne en balance. C'est grâce à l'énergie de Vénus qu'en développant ses capacités mentales, l'humain peut progressivement se rendre maître de son émotionnel et passer d'une centration excessive sur ce plan à une personnalité de plus en plus impersonnelle. L'influence de Vénus en Gémeaux va permettre de calmer le jeu d'un Mercure tout feu tout flamme pour passer à un véritable travail d'union consciente qui fait progresser l'unité en chacun et ainsi contribue à la croissance de l'amour sur Terre. En effet, plus le mental est unifié,
et plus l'âme peut s'exprimer à travers la personnalité, en donnant naissance à la notion fondamentale de service, qui est le but essentiel des Gémeaux. La notion de service est omniprésente dans les enseignements du tibétain dont nous nous faisons le relais, et il ne se passe pas un mois, en fait, sans que nous en parlions. Déjà, lors du deuxième temps de l'hiver, l'énergie Verseau, qui est aussi un signe d'air, nous a invités à organiser notre créativité annuelle autour du service. Et à présent, en arrivant au sixième temps de l'année, les énergies Gémeaux mettent en évidence que le service passe par la nécessité de faire circuler tout ce qui a été perçu, vécu au cours des 6 mois écoulés pour l'amener en manifestation. Et ainsi, les Gémeaux annoncent les 6 prochains mois qui seront consacrés à la mise en application de l'idée créatrice que chacun s'efforcera d'incarner. En ce qui concerne le travail que nous avons engagé ensemble, c'est l'idée des justes relations que nous soutenons depuis 6 mois qui sera à mettre en œuvre. Alors, sans trop entrer dans des détails théoriques, il est intéressant de savoir qu'au niveau de l'esprit, au-delà de l'âme, au niveau de la monade, c'est la planète Terre qui exprime l'énergie des Gémeaux en étant porteuse du rayon 3 d'intelligence créatrice. Ce rayon incite l'humanité à une créativité intelligente au profit de tout ce qui vit sur Terre et non à son détriment. Et dans le zodiaque, il n'y a que 2 signes au sein desquels la Terre apparaît comme régent. Ce sont les Gémeaux et le Sagittaire, qui sont des opposés complémentaires. Et donc ça fait de ces énergies Gémeaux-Sagittaire un axe particulièrement relié à la Terre et à l'humanité, dont le service est justement d'amener l'amour sur Terre. C'est par ces 2 énergies que nous découvrons que la sagesse ne s'acquiert qu'au fil des actes de service. La sagesse ne s'acquiert qu'au fil des actes de service. Car les âmes que nous sommes ne sont venues sur Terre que pour servir le plan d'amour. Et c'est pourquoi, après la pleine lune de Pâques et celle du Vésac, eh bien, la 3e pleine lune du printemps célèbre ce qui est appelé la fête de la bonne volonté. La bonne volonté, qu'est-ce que c'est? C'est l'expression la plus simple de l'amour mise en œuvre par tous les serviteurs du monde. Cette fête, en rapport avec ce que les chrétiens appellent la Pentecôte, rappelle que les disciples de Jésus ont réalisé, après son départ, qu'ils ne pouvaient pas taire et garder pour eux-mêmes ce qu'ils avaient vécu. Ils ont réalisé qu'il était indispensable qu'ils rayonnent et partagent avec leurs contemporains l'enseignement vivant qu'ils avaient reçu. Et ce fut là le point de départ de leur vie de service. Eh bien, c'est cette même prise de conscience qui nous est demandée lors de cette pleine lune. Nous ne pouvons pas garder pour nous tout ce que nous avons travaillé au cours des 6 derniers mois. Voilà donc une présentation succincte des différentes énergies qui influencent l'humanité au cours de cette période Gémeaux. Donc, pour nous résumer encore une fois, en involution, l'influence de Mercure impulse une instabilité qui induit une curiosité tous azimuts et de multiples apprentissages, notamment celui de la relation à l'autre, avec lequel il va falloir apprendre à partager et à coopérer. Puis une fois ces leçons intégrées, ces énergies poussent chacun à se tourner vers sa part essentielle. Et c'est alors que sous l'impulsion de Vénus, la relation à l'âme, à l'autre en nous, se construit. Jusqu'à ce que l'union de la personnalité et de l'âme se réalise au sein du mental et ouvre la porte à l'amour et au service planétaire. Voilà, c'est tout. Ah sur le papier, ça paraît très simple, hein. Mais comment cela se traduit-il psychologiquement sur le terrain? Que nous enseignent à ce sujet les Gémeaux? Eh bien, la première chose que nous enseignent les Gémeaux, c'est la nécessité de cultiver la curiosité pour s'ouvrir au monde. Si la curiosité apparaît au début comme une dispersion et une superficialité, c'est parce que nous ne réalisons pas qu'elle est une étape indispensable sur le chemin de la découverte de soi, de l'autre et du monde. La curiosité, en fait, c'est un signe de bonne santé de la conscience qui avance et nous permet d'avoir confiance dans le processus d'involution qui se déroule pas à pas sous l'influence mercurienne.
Et c'est ce processus que nous voyons à l'œuvre, avec plus ou moins d'intensité, hein, chez les enfants, les adolescents, et puis chez certains adultes, encore en involution. Ce temps est indispensable pour que chacun apprenne à se situer au sein de la communauté. Il permet de comprendre, il permet d'apprendre le respect dans toutes les situations où prend place la qualité de reconnaissance. Reconnaissance de soi, reconnaissance de ses besoins, de ses envies, reconnaissance de l'autre qui lui aussi a des besoins et des envies, reconnaissance des situations enviables, redoutées, et reconnaissance de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas. Et c'est grâce au tissage de ces multiples reconnaissances que se construit le lien social, qui permet de trouver sa place au sein du groupe familial et de s'affirmer en tant que personnalité, tout en respectant les autres. Et c'est par ces diverses approches que chacun fait ses premiers pas vers l'amour. C'est grâce au désir et à l'affectif que se nouent des alliances qui construisent les amitiés, les groupes de copains, les couples, etc. Et c'est par le respect et par la reconnaissance que nous retrouvons progressivement le sens premier de curiosité, qui est un terme médical, qui décrit l'attitude consistant à questionner attentivement quelqu'un sur la manière dont il se porte pour pouvoir en prendre soin. La curiosité est alors une reconnaissance de l'autre et qui n'a plus rien à voir avec une dispersion ou une superficialité. Et reconnaître l'autre, c'est un réel chemin de progrès, parce que la reconnaissance commence par une prise en compte de ce qui conduit progressivement au respect de tous. Et c'est ainsi que, pas à pas, nous apprenons à aimer l'autre, le petit autre, notre semblable, mais aussi l'autre, le grand autre, l'âme. Et c'est alors que se découvre le couple âme-personnalité. Ah, le couple âme-personnalité. Quand la personnalité découvre l'âme, désolé, mais elle ne connaît pas de lune de miel. Non, non. Et c'est souvent l'apparition de ce qu'on appelle la mauvaise conscience, qui est une des premières conséquences de cette rencontre intérieure. Le respect et la reconnaissance des autres nous ont amenés à considérer l'innocuité comme une vertu à mettre en œuvre. Et il nous apparaît désormais inadéquate de faire ou de dire certaines choses, même si elles ne sont pas interdites. Mais parce que le respect de l'autre est une valeur qui doit prendre le pas sur nos désirs et nos comportements égoïstes. Ouais. Mais entre ce qui nous apparaît intérieurement et ce que nous sommes prêts à réaliser, s'étend le champ de nos batailles intérieures. Parfois, l'âme, le soi, avec un S majuscule, l'emporte. Et parfois, nous nous laissons faire par le petit soi, mené par l'émotionnel. Et c'est ainsi que nous oscillons, chahutés, chamboulés, en proie au tiraillement de la contradiction. C'est alors que nous réalisons qu'être le grand soi, on ne se rend pas compte, mais ça demande du courage. Ça n'est pas donné d'emblée, ça s'apprend. Mais l'apprentissage est éprouvant parce que nul ne nous apprend à quel soi se vouer. Et tant que nous répondons à l'émotionnel et à nos désirs, le petit soi s'en donne à cœur joie. Mais répondre à l'âme, au soi supérieur, confronte à de nouvelles difficultés parce que nos identités émotionnelles, mentales et personnelles se rappellent sans cesse à notre bon souvenir et s'engagent dans un combat sans merci pour ne pas perdre leur suprématie. L'âme est là, impulsant ses notes d'unité, de beauté. Mais les corps n'en veulent pas. Tant que la personnalité garde le cap sur son instance supérieure, tout son petit monde est en ordre de marche. Mais dès qu'elle relâche la tension, bingo! Les aspects inférieurs se déchaînent et rappellent qu'on ne peut pas les éradiquer d'un seul coup de conscience. Ce serait trop facile. Alors le courage d'être soi, c'est se savoir mu par les qualités qui cherchent à imprégner l'existence à travers toutes nos individualités. C'est une grande histoire qui demande de reléguer notre petite histoire aux oubliettes. Et pour ça, il faut un sacré courage. Alors pour cultiver ce passage,
Eh bien, la méditation peut être une aide précieuse. En effet, elle permet de reconnaître le petit soi, le grand, de les distinguer de plus en plus finement, et surtout de se désidentifier peu à peu du petit soi au profit du grand. Pour nous y aider, par exemple, on peut commencer par chercher à reconnaître intérieurement le sens profond de la phrase « Je ne suis pas mon corps physique. Je ne suis pas mon corps émotionnel. Je ne suis pas mon corps mental. Je suis. » Percevoir toutes les implications de cette phrase et s'imprégner de ses vibrations, c'est une étape pour rejoindre le grand soi et s'en laisser pleinement habiter. En effet, dans les premiers temps de la rencontre consciente entre l'âme et la personnalité, nous sommes souvent dans un toi et moi. Nous sommes une personnalité qui rencontre une âme, avec laquelle il faut composer, ce qui engendre forcément des dualités. Et donc, méditer cette phrase « Je ne suis pas mon corps physique, je ne suis pas mon corps émotionnel, je ne suis pas mon corps mental, je suis », eh bien, ça rectifie cette façon de voir. Dès que les vibrations du « je suis » sont telles qu'elles paraissent essentielles. Nous réalisons alors notre véritable identité et nous comprenons que nous sommes une âme dotée d'une personnalité dont la seule fonction est de servir les qualités universelles du « je suis » pour les amener en manifestation. Et ça, c'est un changement de point de vue. C'est un changement de valeur. C'est un saut de conscience. Une mutation radicale d'où va émerger une nouvelle identité. Cette simple phrase, c'est une porte. C'est une porte à emprunter pour pénétrer notre monde intérieur. De plus, elle nous invite à cultiver deux qualités essentielles si nous voulons atteindre l'espace du « je suis ». L'espace de l'âme où règne l'inséparabilité, à savoir l'immobilité et le silence. L'immobilité et le silence sont les deux piliers qui soutiennent le travail à mener en évolution. Et ces deux piliers sont d'autant plus à construire en Gémeaux que les premiers effets de l'air et de Mercure conduisent à une grande mobilité physique, émotionnelle et mentale. Concernant le premier pilier, l'immobilité, il importe pour en comprendre le sens de faire la différence entre mobilité et mouvement. La mobilité, c'est la capacité de bouger, de se déplacer. Et la valeur psychologique de ce mot insiste sur le fait d'être inconstant, changeant, tel un mobile suspendu qui se balance au gré du vent. La mobilité résulte donc de la capacité d'adaptation, qualité indispensable pour procéder à toutes les expérimentations premières des Gémeaux. Mais la mobilité n'a pas de but particulier. Elle témoigne uniquement de la capacité de bouger tant au niveau physique, sensible et mental. A l'inverse, le mouvement, lui, poursuit un objectif. Qu'il soit physique, émotionnel, mental, il répond à une intention et tend vers une direction particulière. Et non seulement le mouvement empêche de faire du surplace, mais il suit une direction intérieure ou extérieure. Et donc avec le passage de Mercure à Vénus, les énergies Gémeaux proposent donc de passer de la mobilité au mouvement. Et ce mouvement doit mener chacun de la personnalité personnelle à l'âme. Et c'est pour cette raison que le passage de la mobilité au mouvement passe nécessairement par l'immobilité. L'immobilité ne consiste donc pas à se figer, mais à se mettre en état de réceptivité en faisant taire les agitations de tous les petits corps pour être en mesure de discerner le but vers lequel tendre et se mouvoir. Et ce premier pilier est indissociable du second, le silence. L'immobilité est une première marche pour pouvoir pénétrer le silence, qui est aussi un espace d'immobilité et de réceptivité. Le silence, ça n'est ni mutisme, ni éradication de tous les bruits, mais une attitude intérieure d'ouverture à l'encore inédit qui peut imprégner le mental humain. Entrer dans le silence, c'est une attitude dynamique qui exige présence, concentration
et volonté indéfectible de faire taire en soi toutes les petites voix qui cherchent à s'exprimer. Entrer dans le silence, c'est tendre vers un but sans y déroger, ce qui exige d'abandonner tout ce qui ne le sert pas. Et c'est ainsi que le silence empêche toute identification au petit corps, ou tout au moins les relativise. Il efface les mémoires, les cristallisations. Il empêche l'importance personnelle de se développer et limite autant que faire se peut les remontées d'ego. Et c'est pourquoi il a parfois un effet repoussoir. En fait, il est à la fois l'espace sur lequel s'affiche la frontière entre l'essentiel et l'inessentiel, et celui sur lequel se dessine la voie de l'amour à suivre. Le silence permet l'exploration de nouveaux champs d'expérience au-delà du formel. Pénétrer ces vibrations permet une remise à zéro de l'ensemble des compteurs. Ça permet une réinitialisation, à partir de laquelle peut s'écrire une nouvelle page de l'histoire pour laquelle nous nous sommes incarnés. Et c'est ainsi que le silence permet de quitter momentanément l'avoir pour être pleinement, en ouvrant une porte sur l'infini et tous les infinis possibles de la conscience humaine. Sachons donc nous taire, sachons accueillir, sans qu'immédiatement nos petits corps se mettent à bouger afin d'entendre, de toucher et de comprendre ce qui peut nouvellement nous permettre d'être des serviteurs aimants. Et c'est ainsi qu'en nous désidentifiant progressivement de nos aspects formels, en cultivant l'immobilité et le silence, nous unissons toujours plus subtilement la personnalité à l'âme, jusqu'à résoudre la dualité en une synthèse fluide que nous avons déjà évoquée en début de conférence. Mais qu'entendons-nous exactement par synthèse fluide? Eh bien, pour le comprendre, cherchons le sens que porte la phrase clé des Gémeaux quand elle est prononcée depuis le plan de l'âme. Je reconnais mon autre moi, et dans l'effacement de ce moi, je crois et lui. Croix du verbe croître. Je reconnais mon autre moi, et dans l'effacement de ce moi, je crois et lui. Trois éléments sont importants dans cette phrase. Tout d'abord, l'âme reconnaît son autre moi. Cet autre moi, c'est la personnalité. Et cette personnalité, comme nous l'avons vu l'année dernière, est un poste avancé de l'âme en manifestation. Mais la personnalité, pendant de nombreuses vies, oublie, puis d'ailleurs refuse de considérer qu'elle n'est qu'une émanation de l'âme. Parce qu'elle se régale à ne fonctionner que pour elle-même. Jusqu'à l'amorce de l'évolution, qui la pousse peu à peu à se reconnaître comme la partie expressive, le pôle créateur de l'âme dans le monde formel et donc son alter ego. Et quand la dualité entre la personnalité et l'âme s'estompe, eh bien il est important de réaliser que contrairement à ce qu'on croit parfois, la personnalité ne disparaît pas. Elle n'est absolument pas écrasée par l'âme. Mais au contraire, comme le dit cette phrase, elle est reconnue à sa place et dans sa fonction d'outil créateur. C'est le couple âme-personnalité qui crée pour le bien commun. Sans personnalité, l'âme n'a pas les moyens d'agir. Et sans connexion à l'âme, la personnalité ne conçoit que pour elle-même. Ensuite, une fois la reconnaissance mutuelle réalisée, deuxième partie de la phrase, il devient nécessaire que la personnalité s'efface peu à peu. La personnalité reconnaît que seule l'âme est la source expressive du plan. Alors s'effacer signifie abandonner ses velléités de plan personnel, même si ceux-ci sont entièrement tournés vers le bien de l'ensemble. Parce qu'en effet, seule l'âme qui est conscience de groupe sait ce qu'il y a à mettre en œuvre dans l'impersonnalité la plus totale. Et là encore, la personnalité ne disparaît pas, bien au contraire. Elle efface uniquement sa volonté partielle, personnelle, pour mettre toutes ses compétences au service du couple qu'elle forme avec l'âme. Pour illustrer cet effacement, rappelons que symboliquement, l'âme et la personnalité sont représentés en Gémeaux par Castor et Pollux, deux héros mythologiques qui sont aussi les deux étoiles principales de la constellation des Gémeaux. Castor symbolise la personnalité, et son frère jumeau Pollux, l'âme.
Et en Gémeaux, Vénus unit Castor et Pollux. Et étrangement, en astronomie, il est avéré que la lumière de Castor diminue sans cesse, tandis que celle de Pollux s'accroît, comme pour préfigurer l'effacement de la personnalité vis-à-vis de l'âme. Donc, je reconnais mon autre moi, et dans l'effacement de ce moi, je crois et lui. Donc, pour en venir à cette troisième partie de la phrase, reconnaissance mutuelle et effacement de toute volonté personnelle permettent à l'âme de croître et de luire, c'est-à-dire d'accroître son rayonnement au sein de l'humanité une. Et c'est ainsi que s'opère la synthèse fluide, qui rend le couple âme-personnalité pleinement opérant et lui permet de rayonner toujours plus largement l'amour et la lumière sur Terre. Il n'est plus question d'actes particuliers, mais de la responsabilité qui incombe à chacun de laisser passer ces qualités essentielles à travers toutes les pensées, toutes les sensibilités et tous les actes au quotidien. Et c'est ainsi que s'éprouve et s'incarne le plan d'amour, et c'est ce qui s'appelle le service. Voilà ce que les énergies Gémeaux proposent. À présent, voyons comment nous y consacrer au cours des 4 phases du travail mensuel. Lors de la première phase d'alignement, qui couvre la période du premier quartier, du 31 mai au 6 juin, nous cherchons à nous élever vibratoirement, à dépasser les contingences matérielles qui parsèment le chemin de conscience pour accueillir les énergies d'amour qui rayonneront lors du temps de la pleine lune. Comme nous l'avons vu, la pleine lune Gémeaux, c'est un rendez-vous auquel nous sommes conviés pour être les passeurs des énergies en provenance de Shambhala et de la hiérarchie. C'est la fête de l'engagement de l'humanité au service du plan. Et c'est pourquoi on l'appelle la fête de l'humanité. Mais on l'appelle aussi la fête de la bonne volonté. Et on l'appelle aussi la fête de l'invocation. 3 termes importants pendant ce mois. Alors, reprenons chacun de ces termes. C'est tout d'abord la fête de l'humanité. Alice Bellet écrit à ce propos: c'est la fête de l'esprit de l'humanité qui aspire à Dieu, qui cherche à se conformer à sa volonté et se consacre à l'établissement de justes rapports humains. C'est le jour où la nature spirituelle et divine de l'homme est reconnue. C'est donc la fête de tous les serviteurs du monde, et on dit que c'est la fête du Christ qui a la charge de ce groupe et qui, consciemment ou non, œuvre à de plus justes relations. Deuxième terme, c'est aussi la fête de la bonne volonté, que nous avons définie tout à l'heure comme étant le rayonnement d'amour que l'humanité est en mesure actuellement de mettre en œuvre. Et donc, pour pouvoir nous préparer à vivre cet aspect de l'amour, nous devons nous habiller la conscience après l'avoir lavée de quelques préoccupations égoïstes. C'est le moment de dépasser les séparatismes qu'on se surprend à nourrir. C'est le moment d'oser mettre aux oubliettes nos désirs individuels, d'affirmer notre volonté d'œuvrer ensemble pour l'ensemble et s'y consacrer pleinement sans y mettre de grain de sel personnel, pour nous mettre en phase avec l'énergie d'amour, l'énergie d'unité. Alors efforçons-nous en tant que personnalité alignée sur l'âme de nous accorder à cette énergie pour approcher sa réalité d'unité. Pour cela, reconnaissons-nous en tant qu'âme au travail et préparons-nous grâce au silence et à l'immobilité à devenir récepteurs des énergies supérieures, ce qui n'est pas toujours facile en cette période de Gémeaux où l'agitation parfois est vraiment à son comble. Et puis, une fois alignés sur les vibrations de l'âme, nous entrerons dans la phase de pleine lune, du 7 au 14 juin. En tant que relais conscient des énergies supérieures dans le monde de la manifestation, nous avons à notre disposition des outils créateurs. Et c'est ainsi que la puissance des mantras permet de relayer des énergies et de les ancrer sur Terre. La grande invocation est l'un de ces mantras qui a été mis à la disposition de l'humanité pour qu'elle puisse jouer pleinement son rôle de passeur. Et c'est pourquoi le 3e nom de cette pleine lune Gémeaux, c'est la fête de l'invocation-évocation. Alors qu'appelle-t-on l'invocation-évocation ? Contrairement à la prière où nous demandons
à un Dieu transcendant, une intervention pour nous-mêmes ou pour le monde. L'invocation s'adresse à l'âme que nous sommes, au Dieu intérieur, immanent, porteur des qualités de lumière, d'amour et de volonté. Du coup, c'est un processus qui est plus engageant que la prière, parce qu'il demande d'aller toucher vibratoirement les qualités essentielles en nous, de s'en imprégner, afin de pouvoir les évoquer, c'est-à-dire de les rayonner autour de nous et d'en imprégner les terres de la terre. Ainsi, les qualités se diffusent à tous sur cet espace d'inséparabilité. Pendant la semaine de pleine lune, la grande invocation peut être énoncée plusieurs fois par jour, y compris lorsque nous sommes pris dans nos activités, afin d'assumer en conscience notre responsabilité créatrice sur Terre. Et le 11 juin, jour de la pleine lune, nous pouvons veiller à nous rendre encore plus disponibles pour contribuer au mieux à cette fête de l'invocation. Parce que cette journée, nous dit encore Alice Bellet, c'est un jour d'intense invocation, exprimant l'aspiration fondamentale à la fraternité et à l'unité spirituelle et humaine. Elle représente l'effet produit dans la conscience des hommes par les efforts conjugués du Bouddha et du Christ. À la pleine lune des Gémeaux, l'amour jette un pont vivant entre le règne humain et le royaume de Dieu, entre le 4e règne et le 5e règne de la nature. Et ce ne sont pas là que des mots, c'est vraiment une réalité énergétique à laquelle chacun peut prendre part pour construire de plus justes relations sur Terre. Et puis, du 15 au 21 juin, pendant la phase de distribution, nous diffuserons à travers nous, individuellement et collectivement, tout ce qui a pu être contacté au cours de cette période. Et porteurs des énergies d'amour, de volonté et de lumière, nous éclairerons nos mondes intérieurs, ce qui ne manquera pas de faire surgir de nouveaux défis pour dépasser les barrières de la séparativité. Il n'y a donc rien de particulier à faire, parce que servir l'amour, ce n'est pas donner ce que l'on a, c'est donner ce que l'on est. C'est se donner conscient que notre participation au mieux retentira sur l'ensemble, sans attendre de retour pour soi-même. Et pour cela, il importe de continuer à employer la grande invocation et de traverser avec courage les dualités qui ne manqueront pas de surgir entre les valeurs de l'âme et celles de la personnalité. Et surtout, pendant cette période, ne nous attachons pas aux résultats. Ils ne sont pas visibles à l'œil nu. Mais si nous nous attelons à ce service, parce que la grande invocation, c'est un service, eh bien, nous transformons peu à peu notre monde intérieur et le monde extérieur, même lorsque cela reste imperceptible. Et ce travail se poursuit lors de la phase d'intégration qui aura lieu du 22 au 28 juin. Et nous pouvons parfois avoir en phase d'intégration le sentiment que nous reculons, tant la personnalité cherche à reprendre les rênes de l'attelage. Mais le découragement qui nous habite alors vient dire qu'en fait, il n'en est rien. Parce que c'est bien parce que nous mesurons le travail encore à faire pour le couple âme-personnalité, pour qu'il puisse fonctionner comme une entité de service, que nous éprouvons ces difficultés. Si nous n'avions pas intérieurement touché une note supérieure, nous ne serions pas gênés par le surgissement de nos travers. Et donc, quand ils nous sont à la conscience, ceux-ci sont donc témoins de ce qui s'intègre nouvellement en nous. Et ce sont ces mouvements intérieurs qui permettent progressivement au moi personnel de s'accorder à l'âme. Et donc, d'intégration en intégration, d'incarnation en incarnation, l'humanité apprend et chemine. Et c'est là l'aventure humaine, le titre de la conférence de ce soir. En ces temps de Gémeaux, on peut vraiment dire que l'humanité est à la fête, au sens propre comme au figuré. Voilà donc quelques pistes de travail pour les 4 semaines à venir. Ainsi, avec les énergies Gémeaux, s'achève le temps du printemps et des 6 mois de l'année pendant lesquels nous avons cherché à être contaminés par les énergies supérieures. Les 4 énergies qu'on retrouve en Gémeaux résument tout le travail qui incombe à chaque cellule de l'humanité à tout moment. Et s'il arrive parfois que nous nous reposions sur nos lauriers, riches d'une recherche satisfaite,
alors c'est vraiment à cette époque que nous avons à retrouver le sens du mouvement, le sens de l'inédit et de la curiosité, pour ne pas s'installer dans un ronron bien organisé. Les Gémeaux sont un empêcheur de tourner en rond. C'est chaque année que les Gémeaux nous incitent à ne pas rester dans nos connaissances et à investir chaque jour un peu plus le mental abstrait. Et quand l'âme dit « je reconnais mon autre moi et dans l'effacement de ce moi, je crois et lui », elle rappelle le chemin que chacun doit parcourir et que nous allons tenter de fouler un peu plus avant en méditant ensemble.